On entend souvent parler de lui comme de notre deuxième cerveau. Le microbiote intestinal, il a regagné considérablement en intérêt au cours des dernières années qui se sont écoulées. Et pour citer les récents excellents épisodes du podcast La Série documentaire de France Culture, que j'apprécie particulièrement, et qui traite du microbiote, lui et toutes les bactéries et autres micro-organismes qui y vivent ont souvent été relayés au deuxième plan et ont subi en partie la mauvaise réputation qui entoure le terme bactérie. Et à tort, parce qu'on sait maintenant que tout cet écosystème qui peuple notre intestin, il est crucial pour la santé, autant physique que mentale. Je vous invite d'ailleurs vivement à écouter cette série de 4 épisodes que je trouve exceptionnelle et assez complémentaire à ce qu'on va discuter ici, en nous concentrant sur les sportifs. Pas dans un premier temps, mais quand même. Et le microbiote, il est aussi riche et complexe qu'il est un sujet fertile à de nombreuses croyances plus ou moins sourcées. Il suffit de naviguer quelques instants sur internet pour voir tout ce qui est partagé afin d'améliorer ce dernier, de le protéger, de le rétablir, etc. Et le monde du sport, il échappe pas à cet engouement. Alors sans pour l'instant tracer les lignes de ce qui est crédible et de ce qui ne l'est pas, en naviguant sur internet et sur les réseaux sociaux, on peut trouver facilement à la fois des produits, des recommandations pour améliorer ce dernier chez les sportifs et des messages diabolisant certains comportements des sportifs sous couvert de dégradation du microbiote et de la santé. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que le microbiote ? Est-ce que ça existe, un bon microbiote et un mauvais microbiote ? Est-ce que ce dernier il est lié à la santé du sportif, à ses performances, etc. Est-ce qu'on peut l'abîmer le microbiote ? Comme d'habitude, on va essayer de répondre à tout ça en 2 parties, 2 épisodes. Et avant d'entendre mes invités, expertes de la thématique dans la partie 2, la semaine prochaine, je vous propose qu'on pose les bases ici. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day consacré au microbiote des sportifs d'endurance. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos aventures outdoor et vos entraînements quotidiens, et c'est les montres qui m'accompagnent depuis de nombreux mois pour préparer tous mes objectifs. L'écosystème Suunto vous permet de nombreux suivis de santé, comme le nombre de pas ou le sommeil par exemple. Vous pouvez découvrir les produits Suunto avec le code promo et le lien disponible en description. Et maintenant, place à cet épisode sur un aspect clé de notre santé, le microbiote. Alors comme souvent, je vous propose qu'on parte de la base. Le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer à comprendre ça, je vous propose qu'on s'appuie sur la revue de Lynch et Pedersen de 2016. Selon ces auteurs, lorsqu'on parle du microbiote, et plus précisément du microbiote intestinal, on fait référence, ça renvoie à l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans le tube digestif, et plus spécifiquement tout ce qui habite le côlon. Donc il s'agit principalement de bactéries, mais aussi d'archées, donc des micro-organismes qui sont proches des bactéries, qui appartiennent à un groupe biologique distinct, et notamment qui sont impliqués dans la production de méthane, mais on retrouve également des virus, en particulier des bactériophages, des champignons et encore d'autres organismes qu'on appelle eucaryotes. Alors ces organismes, ils vivent pas isolément, ils sont pas tout seuls, ils interagissent entre eux et avec l'organisme humain, ils forment tous ensemble un écosystème complexe, dynamique et fonctionnel. Et ce terme fonctionnel, on va beaucoup revenir dessus au cours de l'épisode. Il faut d'ores et déjà distinguer 2 termes qui sont parfois entendus, mais également parfois confondus. Le microbiote et le microbiome. Le microbiote, ça désigne l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans l'intestin. Le microbiome, c'est différent. Ça correspond à l'ensemble de leurs gènes et par extension au potentiel fonctionnel de cette communauté microbienne. C'est-à-dire à tout ce que ces micro-organismes sont capables de faire sur le plan biologique, indépendamment de la simple présence ou absence de certaines espèces. Donc il y a un aspect plus descriptif, un aspect plus fonctionnel. Microbiote, microbiome. Le tube digestif humain, ça représente un des écosystèmes microbiens les plus denses aujourd'hui connus. Et quand on prend son ensemble, il abrite plusieurs milliers de milliards de cellules microbiennes. Toujours Lynch et Pedersen en 2016, ils s'appuient notamment sur une vaste étude qui avait été publiée en 2014 et qui avait été réalisée chez plus de 1200 individus issus de différentes régions du monde. Et cette étude, elle avait permis d'identifier près de 10 millions de gènes microbiens distincts. Donc ça illustre bien ça, l'extraordinaire diversité génétique de l'écosystème dans notre intestin. Cette richesse, elle signifie toutefois pas que tous les individus y partagent la même composition microbienne, que différentes personnes partagent la même composition microbienne. Et au contraire, on sait que chaque personne possède une signature microbienne unique qui va être influencée en fait par plein de facteurs. Des facteurs comme l'âge, l'alimentation, l'environnement, l'exposition à certains médicaments, le statut immunitaire, etc. On en reparlera dans la partie 2 de ça.
Mais malgré cette grande variabilité entre des individus, les fonctions biologiques assurées par le microbiote par l'adulte sont relativement conservées d'un individu à l'autre. On peut avoir des populations différentes, mais pour une même fonction et avoir un fonctionnement tout à fait sain, parfait, malgré des compositions différentes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête quand on parle de microbiote et qui ressort dans toute la littérature que j'ai consultée pour cet épisode. La fonction prime souvent sur la composition. Un point qui est assez important et qui a été mis en évidence par Lynch et Pedersen, c'est que pour des fonctions biologiques comparables, la population microbienne qui est impliquée peut varier considérablement entre une personne A et une personne B. Et cette variabilité interindividuelle, on l'observe tout au long de la vie. Le microbiote, il se développe rapidement au cours de l'enfance, dès la naissance, il se stabilise à l'âge adulte, puis il tend à devenir un peu plus instable et moins diversifié avec le vieillissement. Et ce qu'on observe, ce qu'on a pu observer, ce que ces auteurs rapportent, c'est que ces évolutions et leur ampleur sont fréquemment associées à un état de santé général et à la présence ou non de certaines comorbidités. Bon, mais par contre, on n'a pas encore répondu à quoi ça sert en fait le microbiote. Je vous ai dit qu'il y avait des fonctions différentes et qu'avec des populations différentes, on pouvait avoir un même fonctionnement. Mais qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement ? Le microbiote intestinal, il joue un rôle central dans de nombreuses fonctions physiologiques que je vais vous décrire. Tout d'abord, sur le plan métabolique, il participe à la fermentation de substrats alimentaires qu'on appelle non digestibles, et notamment de certaines fibres. Ça lui permet de contribuer à la production d'énergie globale pour le métabolisme. On parle de 5 à 10% des besoins énergétiques quotidiens qui sont produits grâce au microbiote et à la dégradation de ces fibres alimentaires non digestibles. Et il est également impliqué dans la synthèse de certaines vitamines, la transformation des sels biliaires, le métabolisme de nombreux composés alimentaires et médicamenteux. Donc bref, il sert à la dégradation et l'assimilation de plein de choses. Pour rappel, la digestion des nutriments qui sont dits digestibles, les nutriments digestibles, c'est les glucides, les protéines, les lipides, elle est assurée par les enzymes de l'estomac et de l'intestin grêle avec une intervention quasi inexistante du microbiote. Il y a quand même une intervention, mais elle est faible, c'est plutôt en amont que ça se passe. Ensuite, maintenant qu'on a parlé d'un petit peu ce que ça dégrade, sur le plan immunitaire, le microbiote, il joue également un rôle dans la maturation, la régulation du système immunitaire. Il participe à l'apprentissage du système immunitaire en aidant l'organisme à distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Donc il favorise la tolérance à des aliments et des bactéries naturellement présentes dans l'intestin, tout en contribuant au renforcement des défenses contre les micro-organismes appris, identifiés comme potentiellement dangereux. Le microbiote, il limite également l'installation et la prolifération de microbes qu'on appelle pathogènes, donc qui sont plutôt délétères à la santé. Et toutes ces interactions précoces et continues entre le microbiote et le système immunitaire, ils conditionnent en grande partie l'équilibre inflammatoire de l'organisme au sens large. Le microbiote, il contribue également au maintien de la barrière intestinale. C'est ce qu'on appelle parfois la perméabilité intestinale. Et il fait ça en influençant la production de mucus, le renouvellement des cellules de l'épithélium intestinal et la cohésion entre ces cellules. Je vous en reparle dans quelques instants. Mais tous ces mécanismes, ils participent donc au contrôle de la perméabilité intestinale, dont on entend souvent parler un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire la capacité de l'intestin en fait à jouer son rôle de barrière sélective, à laisser passer certaines choses et ne pas en laisser passer d'autres. Et enfin, un autre point que je trouve important à souligner, c'est que le microbiote, on le sait bien maintenant, il intervient dans des voies de communication à distance, notamment via l'axe intestin-cerveau. Et il fait ça en modulant la production de certains neurotransmetteurs et de métabolites capables d'influencer le système nerveux. Et du coup, une question qu'on se pose, une question importante qui revient souvent et à laquelle il va falloir répondre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon microbiote ou un microbiote entre guillemets sain ? Alors, cette interrogation, elle est fréquente dans le discours scientifique. C'est une vraie question qui a été posée pendant des années à travers plein de publications. Et elle a été également largement reprise dans les médias grand public, avec derrière, comme je vous disais en introduction, des promesses marketing, parfois justifiées, parfois non. Et pourtant, comme le soulignent Fan et Pedersen en 2020 dans leur revue de littérature, il n'existe aujourd'hui aucune définition universelle d'un microbiote sain qui serait basée sur une composition spécifique en micro-organismes, que ce soit d'un point de vue plutôt qualitatif, c'est-à-dire quel type de micro-organismes doivent être présents pour qu'un microbiote soit qualifié sain, ou que ce soit d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire quelle quantité de certains micro-organismes on doit pouvoir recenser pour qualifier un microbiote comme sain. Dans cette revue de littérature, les auteurs y rappellent que la variabilité interindividuelle, donc les différences entre les personnes dans le microbiote intestinal, elle est considérable. Et deux personnes en bonne santé, elles peuvent avoir un microbiote très différent en termes d'espèces, de proportions relatives ou de profil génétique.
et pour autant être toutes les deux en bonne santé. On va en reparler un peu par la suite, mais cette diversité, en fait, elle est influencée par plein de facteurs comme l'alimentation, l'environnement, l'âge, le sexe, l'exposition aux médicaments, je vous l'ai dit avant, mais également le mode de vie, le contexte physiologique et l'activité physique. Donc en fait, quand on entend parler d'un microbiote entre guillemets sain ou un bon microbiote, en termes de composition type, c'est pas vraiment scientifiquement fondé. Un microbiote intestinal compatible avec un bon état de santé, il peut pas être défini par la présence ou l'absence de certaines espèces, et plutôt que s'intéresser uniquement à la composition du microbiote, Fan et Pedersen, ils proposent vraiment de s'appuyer sur ce qu'on appelle une approche fonctionnelle du microbiote. Et selon eux, un microbiote associé à un bon état de santé, ça se caractérise avant tout par sa capacité à assurer des fonctions biologiques clés, les fonctions biologiques pour lesquelles il est prévu, qui sont les fonctions que je vous ai évoquées précédemment. Et on peut atteindre un même objectif fonctionnel avec des configurations microbiennes différentes, en micro-organismes différentes. Alors, Fan et Pedersen, ils apportent quand même un petit peu d'eau dans leur vin. Et ils soulignent qu'il y a quand même certaines caractéristiques qui sont fréquemment associées à un microbiote compatible avec une bonne santé métabolique, sans pour autant constituer des critères clés absolus, mais qu'il faut peut-être quand même avoir en tête. Parmi ces critères, ils mentionnent une richesse génétique élevée, c'est-à-dire un grand nombre de gènes microbiens différents qui offrent en fait une large palette de fonctions biologiques potentielles. Ensuite, il parle d'une diversité microbienne relativement importante, ce qui correspond à une coexistence équilibrée entre plusieurs groupes de micro-organismes sans qu'un groupe ne domine excessivement dans l'écosystème par rapport aux autres. Donc que cette diversité, elle soit à peu près équilibrée. Et il parle également d'une stabilité fonctionnelle dans le temps, c'est-à-dire qu'un bon microbiote serait caractérisé par la capacité à maintenir ses fonctions principales malgré des variations normales dans l'alimentation, dans l'activité physique, dans l'environnement, etc. Et de la même manière, ces auteurs, ils proposent qu'on peut définir ce que c'est qu'un microbiote altéré. Là encore, ça ne correspond pas à un profil unique. Et Fan et Pedersen, ils expliquent que les altérations du microbiote qui sont observées dans différentes pathologies sont hétérogènes et parfois non consistantes au sein d'une même pathologie. C'est-à-dire que des personnes qui ont la même pathologie peuvent avoir au niveau du microbiote des altérations très différentes. Et ils insistent également sur le fait qu'un même déséquilibre microbien observé dans un microbiote, par exemple une absence relative de certains micro-organismes, peut être associé à des conséquences très différentes selon les individus, en fonction de son environnement, de son état physiologique, mais également de la présence ou de l'absence d'autres micro-organismes. Et eux, ce qu'ils proposent, ces auteurs, c'est plutôt que de parler d'un microbiote sain ou malsain, pathogène, ils proposent de parler en fait d'un microbiote qui serait inadapté à un contexte ou adapté à un contexte. Et quand ils parlent de microbiote inadapté ou adapté, c'est en fait un microbiote qui serait fonctionnellement pertinent par rapport à un certain mode de vie, à un certain régime alimentaire, etc. et donc compatible avec un bon état de santé. Et il pourrait, ce même microbiote, devenir moins adapté dans un autre contexte, par exemple en cas de modification brutale du régime alimentaire, du stress physiologique, d'une pathologie, etc. Donc c'est plus une question d'adaptation par rapport à un contexte, et ce qui rentre dans le terme contexte que j'utilise ici, c'est très très large, plutôt qu'une bonne population ou une mauvaise population. Et cette vision fonctionnelle, contextuelle du microbiote, elle est particulièrement pertinente, particulièrement intéressante lorsqu'on s'intéresse aux athlètes, par exemple les athlètes d'endurance qui nous intéressent ici. Fan et Pedersen, ils soulignent que le microbiote, c'est un système dynamique qui est capable d'évoluer, de s'améliorer, de s'adapter aux contraintes qui sont imposées par l'environnement, le mode de vie, notamment l'activité physique. Et donc la question, c'est pas de savoir si un athlète il possède un microbiote entre guillemets meilleur qu'un autre, mais plutôt si son microbiote il est adapté aux exigences spécifiques de son entraînement. Par exemple, la quantité d'alimentation qu'il doit consommer, le type d'alimentation qu'il doit consommer, la quantité de séances d'entraînement qu'il fait, le type de séance qu'il fait, les contraintes en termes d'intensité, dont on reparlera pas mal dans la partie 2. Et c'est ça, en fait, qui sera intéressant pour un athlète, à savoir est-ce que son microbiote, il est adapté par rapport aux exigences que sa pratique sportive impose sur son système au sens large. Une question, je pense, qui vous intéresse tous, c'est est-ce qu'on peut quand même améliorer son microbiote intestinal? Est-ce que c'est quand même possible avec un microbiote donné à la naissance, aujourd'hui, là, quand vous m'écoutez? Est-ce que c'est possible de mettre en place certaines choses pour que ce microbiote intestinal soit en meilleure santé, soit meilleur, soit peut-être plus fonctionnel? Alors, puisqu'il n'y a pas de microbiote parfait, il n'y a pas de microbiote idéal, c'est déjà un peu compliqué de répondre. Et il est plus juste de s'interroger sur la capacité à favoriser un microbiote fonctionnel par rapport à nos besoins, stable et adapté à notre contexte.
Et dans cette perspective, il y a plusieurs leviers qui existent. Alors, il y en a certains qui jouent un rôle majeur, évidemment, comme l'alimentation, il n'y a aucun doute là-dessus, et on va en parler dans quelques instants. Et il y a d'autres leviers qui ont des effets plus modestes, plus contextuels, ou encore discutés dans la littérature, pas certains, mais qui commencent à émerger, comme les probiotiques et les prébiotiques qu'on va aborder. Évidemment, on va parler de l'activité physique, qui constitue également un facteur important de la qualité, de la fonctionnalité du microbiote. Alors, parmi tout ce qui est susceptible, tout ce qui peut influencer le microbiote intestinal, l'alimentation, ça occupe quand même une place centrale. C'est super important. Et la littérature, elle est tellement gigantesque sur le sujet que je me suis permis, là, dans cette partie, de sélectionner uniquement quelques références, tant la quantité de publications, elle est immense, et de toute façon, les conclusions majoritairement convergentes. En parcourant différents papiers différents, vraiment dans cette énorme quantité d'articles que j'ai trouvés, j'ai l'impression qu'il y a quand même très peu de divergences dans les conclusions et que globalement, ce qu'il faut manger, le type d'alimentation qui favorise un microbiote fonctionnel, c'est assez consensuel. Je vous propose de commencer avec la revue de Zoma Real de 2019 que j'ai choisie parce qu'elle est publiée, déjà c'est une revue de littérature, et en plus elle est publiée dans un journal qui est de très haut rang, de très haute qualité. C'est pas toujours gage de robustesse, mais là il me semble que c'est le cas. Ce qui discute ces auteurs, c'est que contrairement au génome humain, qui est relativement stable à l'échelle de la vie, le microbiote il présente ce qu'on appelle une plasticité élevée, c'est-à-dire en gros, si je vulgarise, une adaptabilité élevée. Il est capable de changer, de s'adapter rapidement aux signaux environnementaux, plus ou moins rapidement en tout cas. Et l'alimentation, c'est un de ces signaux environnementaux qui va agir à la fois sur la composition des communautés microbiennes, mais pas que, parce qu'elle va également agir sur leur activité. Les nutriments qui sont apportés par l'alimentation, ils constituent en réalité des substrats. Donc, de manière vulgarisée, de l'énergie, du carburant direct pour une grande partie des micro-organismes intestinaux qui vont, si je vulgarise encore une fois, les utiliser. Il y a certains composants alimentaires, comme ce qu'on appelle les glucides non digestibles, et en particulier certaines fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont ce qu'on appelle des glucides non digestibles, qui ne peuvent pas être dégradés par les enzymes digestives humaines. Et du coup, ils traversent l'estomac, ils traversent l'intestin grêle sans être absorbés, et ils atteignent le côlon en grande partie intact. Dans le côlon, ces composés non digestibles, ces glucides non digestibles, donc ces fibres, pour vulgariser, deviennent une source d'énergie majeure pour le microbiote intestinal. Et les bactéries qui sont capables de les utiliser disposent à ce moment-là d'un avantage. Elles peuvent se multiplier plus facilement que celles qui ne possèdent pas les enzymes nécessaires pour exploiter ces substrats. Et du coup, les micro-organismes qui sont incapables de les métaboliser voient leur croissance limitée, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les fibres, donc leur croissance est un petit peu mise à mal par rapport à ceux qui peuvent les utiliser. En tout cas, du moment que vous apportez des fibres. Donc de cette manière, l'alimentation, elle va influencer directement, indirectement, l'équilibre de l'écosystème intestinal en favorisant certaines espèces, certains micro-organismes, certaines populations microbiennes plutôt que d'autres. Non pas parce que ces populations microbiennes sont meilleures, mais parce qu'elles sont mieux adaptées aux ressources disponibles, aux ressources que votre alimentation leur fournit. Ensuite, l'alimentation, elle module également le microbiote de manière indirecte, en agissant sur l'environnement intestinal et sur la physiologie de l'autre. Il y a certains nutriments ou micronutriments qui peuvent influencer la réponse immunitaire, la production de la bile, l'intégrité de la barrière intestinale, donc la perméabilité intestinale, ou encore la disponibilité de certains métabolites. Toutes ces modifications du milieu intestinal, elles sont susceptibles à leur tour de favoriser ou de freiner la croissance de certaines populations microbiennes. Et Zmora et ses collègues, ils soulignent également que le microbiote, il est sensible aux variations quantitatives et qualitatives de l'alimentation, mais que toute modification n'entraîne pas nécessairement des changements profonds ou durables. C'est pas forcément ancré dans le temps ce qui va se passer. Il y a certaines interventions nutritionnelles qui peuvent provoquer des ajustements rapides, parfois observables en quelques jours, alors que d'autres interventions nutritionnelles, d'autres modifications de l'alimentation, d'autres apports alimentaires induisent des effets qui sont modestes ou transitoires ou variables d'un individu à l'autre. Et du coup, cette variabilité interindividuelle dans la réponse du microbiote à une même alimentation, c'est un des éléments qui explique pourquoi une même stratégie nutritionnelle peut induire des effets différents selon les personnes et pourquoi c'est difficile dans cet épisode de vous dire que telle stratégie alimentaire est forcément par définition meilleure, plus appropriée qu'une autre. Un autre point important que cette revue souligne, c'est que les effets de l'alimentation sur le microbiote, ça concerne aussi l'activité métabolique du microbiote. C'est-à-dire ce que ces micro-organismes font réellement, quelles fonctions ils opèrent.
Un changement alimentaire, il peut modifier les substrats disponibles pour les bactéries intestinales sans nécessairement bouleverser la composition du microbiote, simplement en changeant les fonctions de certains micro-organismes. Par exemple, chez une personne dont le microbiote est relativement stable, une augmentation des apports en fibres alimentaires, ça peut fournir davantage de substrats fermenticibles, c'est-à-dire des substrats qui sont capables d'entrer en fermentation avec des bactéries du côlon. Et du coup, il n'y a pas de nouvelles espèces qui apparaissent ou disparaissent, mais ces bactéries, elles peuvent alors produire davantage de métabolites issus de la fermentation, comme les acides gras à chaîne courte. Ces acides gras à chaîne courte, ils vont être absorbés par l'organisme et ils vont jouer un rôle dans le métabolisme énergétique, la fonction intestinale et la régulation immunitaire. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut manger pour favoriser un microbiote fonctionnel? Alors, la revue de Scott et al. En 2013, elle apporte des éléments qui permettent un peu de mieux comprendre qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans l'assiette pour qu'au niveau microbiotique, ce soit pertinent, fonctionnel, le plus fonctionnel possible. Tout d'abord, je vous l'ai un peu dit en filigrane juste avant, mais les fibres alimentaires, c'est le principal carburant du microbiote intestinal parce qu'elles favorisent une activité fermentaire accrue au niveau du côlon. Mais toutes les fibres, elles se valent pas. Il existe différents types de fibres, comme les fibres solubles, celles insolubles, les amidons résistants, les polysaccharides non amylacés, etc. Et ils sont pas tous fermentés par les mêmes bactéries ni au même endroit du côlon. Aussi, apporter des fibres, c'est intéressant, mais il va falloir diversifier les sources des fibres. Et ça, c'est particulièrement important pour avoir une activité fonctionnelle riche et qui va produire une large gamme de métabolites différents parce que vous avez apporté une large gamme de fibres différentes. Ensuite, les protéines alimentaires peuvent également être utilisées par le microbiote, notamment lorsqu'elles ne sont pas entièrement digérées et absorbées dans l'intestin grêle. Les auteurs que je vous ai mentionnés juste avant, là, ils expliquent que la fermentation des protéines, ça amène à la production de métabolites différents de ceux issus de la fermentation des fibres. Alors, il y a certains de ces composés qui peuvent avoir des effets neutres ou bénéfiques, d'autres qui sont associés à des effets délétères lorsqu'ils sont excessifs. Et la littérature, elle suggère aussi que des apports protéiques élevés, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'un apport suffisant en fibres, ils peuvent orienter l'activité microbienne vers des voies moins favorables. Donc les protéines, c'est important, en quantité importante, c'est important, mais il faut que ce soit combiné à des apports en fibres suffisants et eux également élevés. Concernant les lipides, ça constitue pas une source d'énergie directe pour le microbiote intestinal. Mais Scott et al. Ils rappellent qu'ils peuvent influencer le microbiote de manière indirecte, notamment avec la production et la composition des sels biliaires qui modifient l'environnement intestinal. Il y a certains profils lipidiques alimentaires qui sont associés à des modifications de la composition et de l'activité du microbiote, mais ces effets, ils restent quand même fortement dépendant du contexte global de l'alimentation. Donc à ce stade, la littérature, elle permet pas vraiment d'identifier un effet simple, universel des lipides sur le microbiote intestinal. Et si j'essaye de résumer ce que Scott et al. Y discutent, une alimentation qui favorise un microbiote fonctionnel, ça sera caractérisé par une présence régulière et diversifiée de fibres alimentaires, un équilibre entre les apports protéiques et les apports en glucides fermenticibles, et une cohérence globale dans les apports alimentaires plutôt que la focalisation sur un nutriment, macronutriment isolé. Alors, avant de passer aux sportifs, je pense qu'il est important ici de discuter un point important, un point clé lorsqu'on s'intéresse au microbiote intestinal et à sa fonctionnalité, c'est la question des prébiotiques et des probiotiques, parce que ça revient quand même très souvent. On a de la chance sur ce sujet, on commence à avoir beaucoup de littérature. Par exemple, on a un consensus scientifique qui a été coordonné par l'International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, qui sont quand même censés savoir de quoi ils parlent, ces gens-là. Et dans leur article de référence qui est publié en 2017, Gibson et al., déjà, ils donnent des définitions, des mécanismes d'action et les effets réels qui, en 2017, semblent les plus crédibles et ceux les moins crédibles. Juste avant de commencer, c'est quoi un probiotique et c'est quoi un prébiotique ? Les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants. Quand ils sont administrés en quantité adéquate, ils amènent un bénéfice pour la santé de l'individu. Mais il faut garder en tête que leur définition, elle implique plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, il s'agit nécessairement de micro-organismes vivants. La plus souvent, c'est des bactéries, mais ça peut également être des levures, mais ils doivent être vivants. Deuxièmement, le bénéfice associé à un probiotique, il ne peut pas être présumé. Il doit être démontré dans des études contrôlées avec des souches de probiotiques spécifiques administrées à une dose donnée dans un contexte précis. Donc il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de probiotiques, en quelle quantité, quelle souche et quels sont les effets démontrés pour cette souche dans cette quantité spécifiquement. Et un autre point important qui souligne dans ce consensus, c'est que les probiotiques, ils colonisent généralement pas durablement le microbiote intestinal. Dans la plupart des cas, les souches ingérées, elles exercent leurs effets de manière transitoire, tant qu'en fait la supplémentation, elle est maintenue. Donc on parle davantage d'une modulation fonctionnelle qui est temporaire du microbiote que d'une modification durable de sa composition après une cure.
Un prébiotique, c'est différent. C'est des substrats qui sont sélectivement utilisés par certains micro-organismes déjà présents dans l'individu et qui vont eux aussi apporter un bénéfice sur la santé parce qu'ils nourrissent certains micro-organismes. Donc c'est des composés non digestibles par l'organisme humain. Le plus souvent, c'est des glucides complexes qui traversent l'intestin grêle sans être absorbés, qui atteignent le côlon et qui vont alors servir de substrat à certaines bactéries intestinales déjà présentes. Alors si je veux le dire plus simplement, les probiotiques, ça correspond à des micro-organismes eux-mêmes. Les probiotiques, c'est de la nourriture à micro-organismes. Dans ce consensus, il y a 2 points qui sont essentiels. Le premier, ça concerne la sélectivité. Un prébiotique qui nourrit pas l'ensemble du microbiote de manière indiscriminée, mais il va favoriser préférentiellement certains groupes de micro-organismes et pas d'autres. Le second, c'est qu'il va falloir s'intéresser à l'existence d'un bénéfice réellement démontré pour la santé. C'est une condition qui est indispensable pour qu'un composé puisse être qualifié de prébiotique. Et à ce jour, il y a surtout les fructo-oligosaccharides, l'inuline et les galacto-oligosaccharides qui constitueraient les probiotiques les mieux documentés scientifiquement. Et les autres n'auraient pas assez de preuves à ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces éléments? Le consensus de Gibson et Hall, il explique que l'efficacité des prébiotiques et des probiotiques, il va dépendre du contexte et notamment de la composition initiale du microbiote, de l'alimentation, de l'état physiologique de l'individu, etc. Les prébiotiques, surtout ceux mentionnés juste avant, agissent via la fermentation microbienne et la production de métabolites. Par ce biais, ils vont contribuer à l'amélioration de certaines fonctions intestinales, métaboliques ou immunitaires. Les probiotiques, ils vont plutôt exercer des effets bénéfiques ciblés qui vont varier selon les souches. Selon le contexte, il y a certaines souches qui ont montré des effets sur des troubles digestifs, sur la perméabilité intestinale ou sur certaines réponses immunitaires. Mais comme le rappellent les auteurs, ces effets ils sont souvent modestes, spécifiques à une souche donnée, transitoires et ils vont dépendre des individus. Si vous prenez une souche dont vous avez besoin parce qu'il y a une vraie absence quantitativement de celle-ci, vous pouvez avoir des effets bénéfiques, si vous en avez besoin, en résumé. Mais si vous en prenez de cette souche alors que votre microbiote est déjà largement constitué avec celle-ci, vous allez avoir probablement moins d'effets. Et donc la réponse aux probiotiques, elle va varier fortement d'un individu à l'autre en fonction du microbiote préexistant. Alors ces conclusions, il n'y a pas que qui dit ça, il n'y a pas que ce consensus qui le dit, mais quand même un consensus scientifique, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique, donc on va quand même se baser là-dessus. Mais pareil, la revue de littérature de Huggin et Hall 2018, il conclut exactement la même chose, en remettant en avant que les effets des probiotiques, des prébiotiques vont dépendre des souches, des besoins des individus, de l'alimentation, etc. Bon, jusqu'ici, on a abordé le microbiote intestinal comme un écosystème dynamique, dont le fonctionnement dépend en particulier de l'alimentation, mais l'alimentation, c'est pas le seul facteur capable de moduler cet écosystème. L'activité physique, c'est un stimulus majeur susceptible d'influencer à la fois la composition, la fonction et la stabilité du microbiote intestinal. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous parler d'un partenaire qui favorise la bonne composition, le fonctionnement et la stabilité du podcast Courir Mieux, Compressport. Compressport, c'est un des partenaires de la saison 3 et si on se retrouve ensemble cette année, c'est parce qu'on partage de nombreuses valeurs communes dont l'ancrage dans la démarche scientifique. C'est une marque qui utilise la science comme soutien au développement de leurs produits, en particulier avec leur lab basé à Besançon, et c'est une des raisons, je pense, à l'excellence de leur matériel. Un produit qui illustre à mes yeux cette approche, ce sont les Pro Racing Socks V4, la version trail que j'utilise énormément. Elle est particulièrement plaisante avec des protections qui sont ciblées sur des zones sensibles, comme le tendon d'Achille à l'arrière de la chaussette, ou encore des structures sous le pied qui ont pour but d'améliorer l'adhérence du pied dans la chaussure. Ça, c'est différents éléments qui font que j'adore cette paire de chaussettes. Pour les découvrir, je vous invite à utiliser le lien présent en description et le code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux qui se trouve également dans la description de l'épisode. Et maintenant, je vous propose qu'on revienne aux effets du sport sur le microbiote. Alors l'intérêt pour les interactions entre activité physique et microbiote intestinal, ça s'est développé plutôt ces dernières années. C'est pas très vieux dans la littérature. Dans leur revue de littérature de 2017, Campbell et Wisniewski proposent un cadre conceptuel dans lequel l'exercice physique est considéré comme un des facteurs environnementaux capables de moduler la santé intestinale et le microbiote, en partie indépendamment de l'alimentation, bien que ces deux facteurs vont être étroitement liés. En fait, la base de ce que proposent ces auteurs, c'est l'idée selon laquelle un microbiote compatible avec un bon état de santé, s'il se caractérise par une diversité microbienne élevée et une stabilité fonctionnelle. Et il y a plusieurs travaux expérimentaux, plusieurs études expérimentales qui suggèrent que l'activité physique régulière pourrait contribuer
à renforcer ces caractéristiques, en particulier chez des individus initialement sédentaires ou exposés à un environnement métabolique défavorable, par exemple une maladie. Dans la littérature, il y a plusieurs études qui suggèrent que l'exercice régulier il est associé à une augmentation de la diversité, donc de la quantité d'espèces différentes de micro-organismes. Ces auteurs ils soulignent par contre que ces résultats ils doivent être interprétés avec prudence. D'une part, il y a une proportion importante des données disponibles qui reposent sur des modèles animaux, dans lesquels les conditions expérimentales sont fortement contrôlées. D'autre part, les protocoles d'exercice, les durées d'intervention et les contextes nutritionnels varient considérablement d'une étude à l'autre. Entre guillemets, toute chose n'est pas égale par ailleurs, ce qui va limiter les comparaisons directes entre des études ou entre des populations. Et dans la revue de littérature de Cullen et al. En 2023, ils réinsistent sur cette prudence. Alors, ils incluent un peu plus d'études humaines et animales d'ailleurs que la revue précédente. Et ils soulignent que chez l'humain, les effets de l'activité physique sur la diversité du microbiote intestinal, c'est moins systématique que chez l'animal quand même. Dans une certaine quantité d'études, on n'observe aucun changement significatif de diversité dans le microbiote, dans les micro-organismes présents. Toutes ces données, elles suggèrent que l'exercice tout seul, il n'induit pas obligatoirement des modifications majeures de la composition du microbiote et que les effets observés, ils vont dépendre d'autres facteurs, ou ils peuvent dépendre en partie d'autres facteurs. Malgré ces limites, on a quand même une certaine quantité de données qui semblent tout de même suggérer que l'activité physique régulière pourrait être associée à un microbiote plus diversifié que la sédentarité. Et au-delà de la composition, donc des espèces présentes ou pas présentes, l'exercice il semble aussi avoir un effet sur l'activité métabolique du microbiote, donc sur son fonctionnement, notamment via la production de métabolites issus de la fermentation bactérienne. Les auteurs dont je vous ai parlé, ils mettent en avant le rôle des acides gras à chaîne courte, et en particulier du butyrate, dont la production est augmentée chez les animaux physiquement actifs versus les animaux sédentaires. Ce dernier, il joue un rôle central dans la santé intestinale. En fait, il va représenter une source d'énergie majeure pour les cellules de l'épithélium colique, donc c'est la couche de cellules qui tapisse l'intérieur du côlon. Et ainsi, il va participer au maintien de l'intégrité de la barrière intestinale, la perméabilité intestinale, et il va également favoriser des propriétés anti-inflammatoires. Il y a plusieurs études, malheureusement encore une fois animales, citées dans cette revue qui montrent que l'exercice est associé à une augmentation des bactéries productrices de butyrate et à des concentrations coliques plus élevées de ce métabolite. C'est-à-dire qu'en fait, chez des personnes actives physiquement, il y en aurait une production accrue au niveau du côlon. Toujours d'après Campbell et Wisniewski en 2017, on a des informations sur les effets de l'activité physique sur l'intégrité de cette barrière intestinale. Dans des contextes de sédentarité ou de régime alimentaire qui serait riche en graisse, on observe une altération de cette barrière assez fréquemment, cette altération favorise le passage de composés bactériens pro-inflammatoires dans la circulation sanguine, dans la circulation générale. Et les données disponibles, elles suggèrent que l'exercice régulier, il peut contribuer à préserver, voire à améliorer l'intégralité de la barrière intestinale, donc de l'imperméabilité intestinale. Ce phénomène, il serait dû en fait à une meilleure régulation des protéines de jonction serrée. En fait, les protéines de jonction serrée, c'est les petites structures qui assurent la cohésion entre les cellules de la paroi intestinale et qui vont permettre de contrôler ce qui peut ou non traverser l'intestin. Donc d'une part, l'activité physique, elle améliorait cette perméabilité intestinale en améliorant un petit peu la régulation de ces protéines de jonction et elle aurait également l'activité physique un effet sur une réduction de l'inflammation au niveau local. Les auteurs y rappellent quand même que des efforts très intenses, très prolongés, par exemple les compétitions, ou réalisés dans des conditions environnementales qui sont extrêmes, chaleur, déshydratation, peuvent à l'inverse induire une augmentation transitoire de la perméabilité intestinale à cause du stress que représentent ces efforts-là. Donc peut-être qu'il faut lire là-dedans l'importance de ne pas trop répéter de compétitions trop souvent, trop intenses, dans des conditions trop extrêmes, et de faire attention par exemple à la régulation thermique, à l'hydratation pendant l'effort, etc. Mais alors, puisque l'activité physique régulière, elle semble associée à une amélioration de certaines fonctions intestinales et à une plus grande diversité du microbiote, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les athlètes d'endurance? Est-ce que les athlètes d'endurance, ils possèdent effectivement un microbiote plus sain, entre guillemets, que les non-athlètes? La revue de littérature qui a été publiée par O'Brien et al. En 2022 dans Sport Medicine, elle s'est spécifiquement intéressée à cette question. Les auteurs ils soulignent d'emblée qu'il y a un nombre important d'études qui ont mis en évidence des différences notables entre le microbiote des athlètes et celui de personnes sédentaires, tant sur le plan de la composition que sur le fonctionnement. Un des constats les plus robustes de la littérature, ça va concerner la diversité microbienne. Il y a de nombreuses études qui montrent quand même que les athlètes, et en particulier les sportifs d'endurance, ils ont en moyenne une diversité microbienne plus élevée que les sédentaires,
Et ça, ce serait vrai même dans différentes disciplines sportives et dans plusieurs cohortes indépendantes. Alors O'Brien, il reste quand même prudent, hein. Ils disent qu'on peut pas forcément faire de relation causale directe. Les athlètes diffèrent des non-athlètes sur plein de paramètres autres que l'activité physique, comme l'alimentation, la composition corporelle ou encore le mode de vie, qui sont également plein d'autres facteurs susceptibles d'influencer le microbiote intestinal en plus de l'activité physique elle-même. Et encore une fois, au-delà de la diversité, il y a des études qui ont mis en évidence des enrichissements de groupes bactériens spécifiques chez les athlètes. Et au-delà de la diversité, il y a plein de travaux qui rapportent une grande abondance de bactéries impliquées dans la production d'acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate dont on a parlé juste avant, et de bactéries associées au métabolisme énergétique. Par exemple, il y a des études qui ont observé une corrélation positive entre le VO2 max et l'abondance de bactéries productrices de butyrate, ainsi qu'une corrélation avec les voies métaboliques liées à la fermentation des glucides non digestibles. Tous ces mécanismes y contribueraient au maintien de l'intégrité de la barrière intestinale, à la régulation de l'inflammation et à certaines adaptations qui sont favorables à l'endurance. Moi, quand j'ai lu ce papier, il y a quand même un point central que j'ai envie de discuter, qui a été mis en avant dans cette revue, c'est que le statut d'athlète n'est pas systématiquement non plus synonyme de microbiote optimal. En fait, les athlètes d'endurance, ils sont soumis à des contraintes physiologiques tellement importantes, les volumes d'entraînement, les compétitions prolongées, le stress thermique, etc., qu'il peut y avoir des variations en fonction de ce que fait l'athlète réellement. Et toutes ces contraintes, elles peuvent, dans certains contextes, altérer au minimum transitoirement le fonctionnement intestinal. La littérature, elle rapporte comme une prévalence élevée de troubles gastro-intestinaux chez les athlètes d'endurance, en particulier lors des efforts prolongés ou très intenses. Les troubles gastro-intestinaux, ils sont quand même synonymes d'un microbiote altéré, en tout cas pendant qu'il y a des troubles. On en parlera largement dans la partie 2. Ces troubles-là, ils sont également associés à une augmentation de la perméabilité intestinale, à une inflammation locale, à des perturbations du microbiote. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Et je vous spoil déjà un petit peu la partie 2, mais une des choses qu'il faut absolument éviter, un des signes qu'on est en train d'altérer la perméabilité intestinale, le microbiote, etc., c'est les troubles gastro-intestinaux. Il y a une autre étude dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est celle de Keohane et al. En 2019, qui s'est intéressé à de l'ultra-endurance. En fait, ces auteurs, ils ont suivi 4 athlètes masculins, donc c'est une très petite population, je vous l'accorde, mais des athlètes masculins très entraînés qui ont fait une traversée transatlantique en aviron de 33 jours, ce qui faisait 5000 km d'efforts quasiment continus avec une charge d'exercice quotidienne très élevée. Donc on est quand même dans de la très haute ultra-endurance. Par contre, c'est vrai que par rapport au trail, il n'y a pas les variations, il n'y a pas les oscillations verticales qui peuvent elles aussi endommager ou pas plus ou moins la barrière intestinale. En tout cas, leurs résultats, ils montrent une augmentation progressive au fil des jours de la diversité microbienne tout au long de l'épreuve chez 3 des 4 athlètes. Cette augmentation de la diversité des microbes, elle était déjà observable à mi-parcours et elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'épreuve. Par contre, elle était indépendante de toute amélioration de la capacité aérobie, ce qui suggère que la stimulation du microbiote, elle était principalement liée à la contrainte d'endurance prolongée elle-même, mais pas spécialement à une amélioration des capacités physiologiques des individus. Dans cette étude, les auteurs, ils ont aussi vu une augmentation de l'abondance de plusieurs bactéries productrices de butyrate et également d'autres espèces impliquées dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, dans le métabolisme énergétique, etc. Leurs analyses ont également révélé une augmentation du potentiel de synthèse de certains acides aminés essentiels, de certains acides gras à chaîne moyenne et longue, ainsi que de composés impliqués dans la gestion du stress oxydatif. Donc toutes ces adaptations, elles pourraient jouer un rôle compensatoire face aux contraintes métaboliques extrêmes, inflammatoires, oxydatives induites par cet effort d'ultra-endurance qui était très prolongé. Et leur dernier résultat, c'est que si certaines de ces adaptations persistaient encore 3 mois après l'épreuve chez certains participants, il y a quand même beaucoup de ces changements qui revenaient progressivement vers les niveaux initiaux, ce qui illustre le caractère partiellement réversible et contextuel des modifications du microbiote, en tout cas de celle-ci. Une autre étude de cas que j'avais trouvée intéressante, c'est celle de Grosicki et al. En 2019, qui suggère quant à elle que l'ultra-trail peut induire des modifications rapides et marquées du microbiote. Ces auteurs, ils ont suivi un coureur d'ultra-trail de niveau mondial pendant la Western States Endurance Run, je ne sais pas qui c'est anonyme, et dès 2 heures après la course, ils ont observé une augmentation de la diversité microbienne ainsi qu'une modification de l'abondance relative de plusieurs groupes bactériens. Et ces changements, ils sont apparus toutefois en grande partie de manière transitoire, puisque la composition du microbiote, là encore une fois, elle est revenue partiellement vers son état initial 10 jours après la course. Parmi les modifications les plus frappantes, et ce qu'ont observé ces auteurs, c'est une augmentation massive du genre Veillonella,
immédiatement après la course. Et ce résultat, en fait, il fait écho aux travaux de Sheman et al. En 2019 qui avaient montré que certaines espèces de ce micro-organisme sont capables d'utiliser le lactate produit pendant l'effort comme substrat énergétique pour eux-mêmes. Donc ces données, elles suggèrent qu'il y a certaines bactéries qui pourraient presque profiter du stress métabolique aigu induit par l'ultra-endurance pour se développer rapidement et contribuer à une adaptation métabolique au moins transitoire par rapport au contexte de l'effort d'ultra-endurance. En parallèle, les auteurs ils avaient observé une augmentation de groupes bactériens appartenant aux Proteobacteria, ainsi qu'une hausse de genres tels que le Streptococcus et l'Ameophilus. Et ces modifications, elles sont interprétées comme des marqueurs de stress intestinal et de perturbation de l'écosystème microbien. Donc ce qu'on peut dire là avec ces deux études, qui sont malheureusement sur des populations très restreintes et qui demandent à être répliquées sur plus de monde, c'est que le microbiote observé immédiatement après un effort d'ultra-endurance, il présente un profil ambivalent, il pourrait être à la fois enrichi en bactéries susceptibles de participer à des voies métaboliques favorables à l'effort, tout en étant simultanément marqué par des signes de déséquilibre et de fragilisation de l'environnement intestinal lui-même. Juste avant de conclure, je vous propose de faire un crochet par la rubrique Encore plus loin avec Merrell. Vous le savez, Merrell, c'est un partenaire de la saison 3 du podcast Courir mieux. Et à chaque épisode, on vous propose de participer en suggérant vos questions sur Instagram lorsqu'on ouvre la boîte à questions. Donc pour ça, il faut être abonné à Courir mieux sur Instagram et à Merrell. Et parmi des questions que vous suggérez, j'en sélectionne deux, une pour la partie 1, une pour la partie 2, à laquelle je réponds. Celle que j'ai choisie dans cette partie 1 pour la rubrique Encore plus loin avec Merrell, c'est: le café est utile pour la performance, on en a déjà parlé. Qu'en est-il pour le microbiote? Plutôt bon, plutôt mauvais? Alors, tout d'abord, je voulais rappeler que le café, c'est pas pareil que la caféine. C'est deux choses différentes. Si la caféine, elle est bénéfique pour la performance, c'est qu'une partie du café. C'est qu'un seul élément présent dans une tasse de café. Le café contient également de nombreux autres éléments qui peuvent avoir des effets différents de la caféine pure. Et typiquement, c'est le cas des polyphénols qui sont présents dans le café, mais qui ne sont pas de la caféine. Les données scientifiques actuelles que j'ai recueillies pour répondre à cette question, elles penchent plutôt en faveur d'un effet globalement favorable, mais nuancé. Par exemple, les revues de Nishitsuji et al. En 2018 et de Farag et al. En 2021 convergent, elles racontent les mêmes choses et expliquent que le café, en particulier grâce à ces polyphénols comme les acides chlorogéniques et les mélanoïdines issus de la torréfaction, agissent comme un substrat fermenticible pour le microbiote intestinal qui va stimuler la croissance de bactéries bénéfiques comme Bifidobacterium, Faecalibacterium ou Roseburia. J'espère que mes prononciations sont correctes, j'ai pas fait latin à l'école. Bref, autant de micro-organismes connus pour produire des acides gras à chaîne courte, essentiels, on l'a dit, à la santé intestinale. Tous ces composés, ils atteignent en grande partie le côlon, où ils sont métabolisés par les bactéries, ce qui va renforcer leur rôle dit prébiotique. Donc de la nourriture à micro-organismes. En revanche, les effets, il faut noter qu'ils sont pas uniformes, en tout cas c'est ce que disent ces auteurs. La caféine, elle peut modifier la composition bactérienne, les réponses varient selon le type de café, la dose, le terrain métabolique. Il y a une étude expérimentale chez la souris qui montre par exemple que le café entier ne corrige pas une dysbiose déjà installée, mais que certains de ses composants, comme la caféine ou l'acide chlorogénique, peuvent améliorer, comme on l'a dit, la production d'acides gras à chaîne courte et réduire l'inflammation indépendamment d'un retour complet à un microbiote idéal. Donc, en résumé de ce que j'ai trouvé dans la littérature, chez la majorité des individus, une consommation modérée de café est plutôt un allié du microbiote, aurait presque un effet prébiotique, surtout lorsque cette consommation s'intègre dans une alimentation riche en fibres et en polyphénols au sens plus large. Alors en conclusion de cette partie 1, les travaux ils convergent vers une idée clé. Il n'y a pas de microbiote intestinal universellement sain. La pertinence du microbiote, elle se juge avant tout à sa capacité fonctionnelle, à son adaptation au contexte physiologique de l'individu, et ça c'est un point clé. Cette approche, elle est particulièrement pertinente chez les sportifs d'endurance dont les contraintes métaboliques, digestives, inflammatoires diffèrent de la population générale. Chez les athlètes d'endurance, l'activité physique régulière, elle est globalement associée à une diversité microbienne plus élevée et à certaines signatures fonctionnelles favorables. Ça, c'est notamment en lien avec le métabolisme énergétique et la production d'acides gras à chaîne courte. Toutefois, ces adaptations, elles sont ni homogènes ni systématiquement bénéfiques. Et les contraintes propres à l'endurance et encore plus à l'ultra-endurance peuvent aussi fragiliser, à minima transitoirement, l'écosystème intestinal et la barrière intestinale. Les rares études que j'ai trouvées qui sont menées en conditions extrêmes montrent que certaines adaptations métaboliques semblent émerger face à l'effort prolongé ou très intense, mais qu'elles coexistent avec des perturbations aiguës
signe de stress intestinal et d'une instabilité transitoire du microbiote. Les données disponibles, je trouve, elles invitent à dépasser les promesses simplistes autour de l'optimisation du microbiote. Les leviers les plus solides, ça semble être surtout une alimentation cohérente, diversifiée, une attention particulière portée aux fibres, une utilisation raisonnée, si nécessaire, des probiotiques et des prébiotiques, et une gestion de l'entraînement intégrant la tolérance digestive. On en reparlera beaucoup dans la partie 2 de ça. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur le microbiote des sportifs d'endurance. Je remercie tout d'abord For Endurance, partenaire de cette saison 3 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques pour les sports d'endurance et la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. C'est pour ça que je les ai choisis pour accompagner mes entraînements et le podcast. À ma connaissance, For Endurance ne propose pas de compléments particulièrement clés pour le microbiote, donc je vais rester sur une recommandation classique, générale, en vous invitant cette semaine à découvrir les gels For Energy que j'apprécie vraiment beaucoup pour les entraînements plutôt courts avec des apports quasi exclusivement en maltodextrine et une texture ultra liquide. Vous pouvez découvrir ces produits avec le lien présent en description et avec le code Cyril10 pour bénéficier de moins 10%. Je remercie aussi les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez aussi des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast Courir Mieux sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast ou à la chaîne, ça nous aide beaucoup. La semaine prochaine, on se retrouve pour la partie 2 de ce Scientific Day où j'aurai le plaisir de recevoir Marion Leclerc, chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, et Nathalie Boisseau, professeure en physiologie du sport et diététicienne qui travaillent toutes deux sur le microbiote des sportifs. D'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.